Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Mohamed est arrivé en début de soirée à Doha, capitale de Qatar, pour participer aux travaux du sommet du 5e conférence des Nations Unies pour le PMA. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne repousse le vote final sur l'interdiction des moteurs à combustion. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, est arrivé en début de soirée à Doha, capitale du Qatar, pour participer aux travaux du sommet de la 5e conférence des Nations Unies sur le PMA, catégorie des pays en voie de développement. Rappelons que cette conférence constitue une plateforme d'échange et d'analyse des causes et des défis qui posent un obstacle à la réalisation d'un développement durable dans des États membres de cet organisme qui compte plus de 46 au total, dont 33 d'Afrique, 12 d'Asie-Pacifique et Haïti. L'objectif principal de ces sommets qui se tient tous les 5 ans est l'accélération du développement économique dans les pays en voie de développement et au centre des efforts visant à atteindre mais aussi de réduire la pauvreté et la malnutrition. Plusieurs objectifs sont fixés, notamment l'augmentation des revenus, la création d'emplois, l'industrialisation ainsi que le progrès accompli sur le plan économique. Le président de la République conduit une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadaoualé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent de notre pays auprès des systèmes des Nations Unies, M. Mohamed Saïd Duhalé, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar, son Excellence Dayeb Doubet Roblé. Eh bien, une réunion préparatoire de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays en voie de développement et à la suite avec Awa Abdi. La capitale de Qatar, Doha, va abriter demain dimanche l'ouverture de la 5e conférence des Nations Unies des pays en voie de développement. Près de 46 chefs d'État et gouvernement sont attendus, notamment le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, qui prendra part à cette conférence à la tête d'une forte délégation ministérielle. Lors de cette conférence, les dirigeants mondiaux se réuniront avec les acteurs privés, la société civile, les parlementaires, les acteurs internationaux ont envie de promouvoir de nouvelles idées, susciter de nouvelles promesses de soutien et stimuler la réalisation des engagements convenus par le biais du programme d'action de Doha. Plusieurs sessions plénières et des réunions ont été organisées ce matin, notamment une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays en voie de développement. Plus de 24 ministres des Affaires étrangères ont pris part à cette réunion, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Ilyas Moussadaoualé, et plusieurs hauts responsables ont assisté à cette réunion. La République de Djibouti fait partie des pays qui ont enregistré des développements économiques significatifs au cours de ces dernières années. Grâce aux infrastructures portuaires modernes, Djibouti a su mettre ses atouts en avant en vue de devenir un hub logistique incontournable dans la région et atteindre aux objectifs d'un développement durable dans plusieurs secteurs, notamment l'économie, l'éducation et secteur privé. C'est ici que plus de 46 chefs d'État et gouvernement vont se réunir, notamment le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh. Cette 5e conférence des Nations Unies pour le pays en voie de développement se tient pour fixer des objectifs à atteindre. Alors, ces objectifs sont détaillés dans le programme appelé Programme d'action de Doha pour la décennie 2022-2031, adopté l'année dernière aux Nations Unies. Cette volonté témoigne de l'engagement des acteurs internationaux en faveur des pays en voie de développement en vue de favoriser un développement durable. Awa Abdi, Doha, capitale de Qatar. Retour à Djibouti où l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a abrité la cérémonie de commémoration du 127e anniversaire de la bataille d'Adwa en Éthiopie. Une réception a été donnée par l'ambassadeur en l'honneur du 127e anniversaire de la bataille d'Adwa qui est célébrée chaque année le 2 mars.
À cette occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Bernaoud Segeye, a remis cette commémoration et également vu la participation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Infrastructures et des Équipements, celui de la culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Awaleh. Et pour un historique, il y a 127 ans, les Éthiopiens, sous la direction de l'empereur Ménélique II, ont remporté la victoire sur l'armée coloniale italienne hautement armée d'Adwa. En 1896, la bataille d'Adwa est connue dans l'histoire comme un héritage symbolique de la résistance africaine où l'armée éthiopienne a gagné contre l'Italie, un envahisseur colonial européen hautement qualifié qui est devenu plus tard un emblème de la lutte pour la décolonisation en Afrique. Eh bien, dans son discours, l'ambassadeur a indiqué que l'Éthiopie est une civilisation riche en histoire et que la victoire d'Adwa est l'un des événements historiques les plus célèbres et les plus mémorables de l'Éthiopie. En poursuivant toujours, l'ambassadeur a rappelé que les liens historiques entre Djibouti et l'Éthiopie et que la relation entre les deux pays est liée par le fil de l'histoire. De son côté, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que les sacrifices consentis pour la nation éthiopienne, armée de bravoure et de détermination, elle a su défendre sa liberté au péril de leur pays. Les trois leçons à retenir, a-t-il dit le ministre, et rappeler sans cesse défendre la souveraineté, la dignité et les valeurs des principes humaines sous le règne de l'empereur éthiopien Ménélique II. Le 2 mars 1896 restera dans la mémoire de tous les Éthiopiens et Éthiopiennes un pays frère de longue date. Chaque année, sur la place Ménélique II d'Addis Abeba, des milliers d'Éthiopiens se rassemblent pour commémorer l'une des plus cinglantes défaites de l'Italie en Afrique, a-t-il précisé le ministre des Affaires étrangères. C'est à Adwa qu'il y a 127 ans que le Négus a mené ses troupes contre les troupes du roi d'Italie. Une bataille devenue le symbole d'une Afrique libre et une fierté nationale pour un pays toujours en pleine crise identitaire, a-t-il rappelé le ministre. Éducation cette fois-ci, dans le cadre de la deuxième phase de la 6e édition des grands concours scolaires, session 2022-2023. L'inspection des vies scolaires a organisé très tôt ce matin les épreuves des grands concours scolaires dans les différents centres dédiés de la commune de la Zika, de Boulaous ainsi que de Belbela, dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Les élèves issus de toutes les écoles de base, des établissements scolaires, de l'enseignement moyen, se sont retrouvés dans les centres de concours pour s'affronter dans les différentes disciplines selon l'ordre d'enseignement. Pour l'enseignement de base, les candidats ont composé les épreuves de dictée, français, arabe, de production écrite, français et arabe et des mathématiques. Pour l'enseignement moyen, étaient au programme les concours de dictée en français, les sciences, le théâtre et les questions à un jeune champion, à savoir le 7e année, 8e année, 9e année, de mathématiques, 7e année, 9e année et des SVT. Ces épreuves serviront à la présélection des meilleurs élèves au sein de chaque établissement scolaire. Plus généralement, ce grand concours scolaire vise à créer une dynamique d'équipe et le sentiment d'appartenance à une communauté scolaire, d'où l'implication des chefs d'établissement et des équipes pédagogiques, mais aussi les parents d'élèves qui ont apporté un soutien sans faille à leurs enfants. Eh bien, sans transition, dans les différentes communes de la capitale, les concours se sont déroulés dans les écoles de ZPS, à savoir Portière Sud, d'Anguela, de Gachamale, de Belbela 3, de Belbela 7, où les inspectrices et inspecteurs de l'enseignement ont organisé de manière efficace le déroulement de ces compétitions. Pour l'enseignement moyen, ce sont les collèges de CDF, Fukuzawa, de Hodon 3 qui ont servi de centre de passation. Rappelons que l'occasion où l'inspecteur des vies scolaires, M. Amin Mohamed, accompagné de ses inspecteurs, ont constaté partout du près le bon déroulement de ces événements. À l'issue des compétitions, les élèves des classes premières dans les différentes épreuves se sont qualifiés pour la phase finale qui auront lieu prochainement. Il est à signaler que ces rendez-vous annuels a mobilisé, comme à l'accoutumée, les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Ces concours scolaires auxquels le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, accorde une importance particulière et ainsi s'inscrit dans l'optique de l'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. L'inspection des vies scolaires remercie l'ensemble des personnes, notamment les inspectrices et les inspecteurs et les conseillers pédagogiques des vies scolaires qui ont grandement contribué à la réussite de cet événement scolaire. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par nos confrères. Ces élèves
qui se sont affrontés aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont été sélectionnés au niveau de chaque école et chaque établissement. Donc comme vous savez, il y a plusieurs phases dans le grand concours scolaire. Il y a d'abord la phase intraclasse, ensuite la phase interclasse et aujourd'hui nous sommes à la phase interétablissement. Plus tard, prochainement, il y aura la phase finale. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, donc à savoir les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les enseignants, les parents d'élèves. Tout le monde s'est mobilisé aujourd'hui pour l'organisation de cet événement et je dis bravo et merci à tout le monde. Autre actualité dans ce 22 heures, direction le Qatar où Alexandre vient de décrocher la médaille d'argent au championnat d'arabe de judo à Doha, au Qatar. Une prestation salutaire qui confirme encore une fois les talents de nos pépites. Pour rappel, le championnat d'arabe rassemble les meilleurs judokas du Qatar, d'Égypte, des Émirats arabes unis, de la Jordanie, de Djibouti, de Bahreïn, du Maroc, de l'Algérie, de l'Irak, de la Tunisie, du Koweït, du Syrie et du Liban. Et nous venons d'apprendre que la jeune Rahima Saad vient de décrocher elle aussi la médaille de bronze dans sa catégorie. Une montée en puissance des judokas djiboutiens qui confirme une fois de plus les talents de nos pépites. Une occasion parfaite pour les participants de tester leur préparation pour les championnats du monde de judo qui se tiendront toujours à Doha à partir du mois de mai. Direction le Nord, où un atelier de mise en place du comité local de paix de la région de Tadjoura s'est tenu. En effet, cet atelier animé par un consultant national a réuni d'importantes personnalités de la région de Tadjoura, du Sévérou, du Djibouti, dont le vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdelkader Maki, du préfet adjoint, M. Habib Djilani. Rappelons que la mission principale de ce comité local sera de collecter les informations susceptibles de provoquer tout type de conflit social dans la région et d'y faire face avec l'appui du programme Sewren avec l'IGAD et de l'Union européenne. Comme si vous indiquez, cet atelier avait pour objectif de constituer en collaboration avec le préfet et du président du conseil régional un comité local de paix dans la composition. L'association Doha, qui a pour objectif le développement durable et la promotion de la paix dans la région de Tadjoura principalement et dans l'ensemble de la République de Djibouti en général, a soumis aux membres du comité, auprès du comité de Sévérou un projet de la mise en place des comités de pilotage dans les 5 régions et la redynamisation des comités locaux de paix à Dekhil. À travers l'objectif de cet atelier, ici, c'est de vous expliquer les rôles et les responsabilités des comités de pilotage. Ce que c'est que les conflits, d'où elles proviennent, et un peu plus tard, constituer un comité afin que ces comités puissent recueillir des informations auprès des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire surtout des personnes qui vivent au niveau des frontières. Par la suite, mettre en place un système de lutte contre ces conflits afin d'atténuer au niveau des personnes qui sont en conflit et trouver des résolutions afin que ces tierces personnes vivent en paix. Eh bien, notre correspondant sur place a pu recueillir quelques réactions lors de cet atelier. Ce processus que nous allons vous expliquer aujourd'hui a pris naissance à Gobaat, à Sa'ila. Donc là, aujourd'hui, le premier objectif de notre atelier, c'est la redynamisation de ce comité local de paix
qui regroupe bien sûr les hommes en uniforme, les responsables des différents services déconcentrés, la chefferie traditionnelle, toutes les personnes ressources. On a ajouté cette fois-ci la société civile parce qu'il y a des financements qui sont venus. D'abord, comment redynamiser les comités locaux de paix de Tadjoura. Pourquoi le Sévourou a commencé à Dekil? Parce que, vous savez, dans les pays membres de l'IGAD, malheureusement, tous les pays membres, les pays de la Corne de l'Afrique, il y a toujours des tensions. Donc, il y a les chefs de l'État qui ont signé une convention, un protocole, et c'est là où il y a chaque pays, elle a un Sévourou. Donc, le Sévourou, il s'occupe comment alerter. Parce que quand il y a un problème, il faut éteindre le problème depuis sa racine. Mais ceci étant dit, je vous dirais encore une dernière fois de vous dire merci encore pour votre hospitalité, pour votre accueil vraiment très chaleureux. Et j'en suis convaincu que vous allez tirer le maximum de profit de cet atelier. Parce qu'on dit souvent l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. On va partager l'expérience de Dekil concernant les prérogatives de ce comité local de paix. Et je vous dis bravo et merci à vous. Science et découverte à présent, où la République de Djibouti recèle plusieurs archéologies dont les plus importants sites sont situés à Gobat, dans la région de Dekil. Récemment, une mission d'archéologues espagnols dirigée par le chef de mission d'archéologie a mené des fouilles dans le site de Handoga, près de Assaïla, où sont répertoriés plusieurs sites archéologiques avec Asakoma ou Baragouli. Handoga est un site archéologique de grande ampleur, découverte dans les années 1970 et peu fouillée. Plusieurs équipes de GPAC dans les années 70 à 80, l'équipe française et celle espagnole se sont attelées à des opérations de terrain pour comprendre l'organisation, la nature et le fonctionnement du site. Depuis ces 2 dernières années, l'équipe espagnole a permis d'apporter de nouvelles informations quant à l'architecture des maisons et des mosquées sur les datations et les activités sur le site. Et je suis en train de faire ma thèse sur la période médiévale de la Corne de l'Afrique. Et je travaille dans l'équipe de Jorge. Nous avons trouvé beaucoup de céramiques quotidiennes pour cuisiner, pour avoir de l'eau et tout ça, mais nous avons trouvé aussi des petits objets qui nous parlent du commerce, des connexions que Djibouti avait à la période médiévale avec des autres régions de la Corne de l'Afrique, comme l'Éthiopie, comme le Somaliland, comme des céramiques importées, par exemple des perles qui viennent du nord de l'Éthiopie, de l'Aksum, de l'Égypte, qui viennent de Syrie, de Yémen, et des petits bracelets aussi qui viennent aussi de l'Asie. Et aussi cette année, nous avons trouvé un pendentif de oursins de mer et de 2 anneaux en métal. Ça veut dire qu'ils travaillaient le métal, ouais, le bronze surtout. Et nous avons trouvé aussi beaucoup de sauces qui parlent de ce qu'ils mangeaient à la période médiévale. Et ce sont surtout des petits animaux. Eh bien, selon le docteur Salah, les résultats de ces recherches sont très prometteuses pour comprendre l'histoire médiévale de notre pays. Georges et Alfredo, c'est la 3e année, je crois, qu'ils sont là. Et visiblement, ils ont fait des découvertes, surtout là, une découverte impressionnante l'année dernière. Pour comprendre un site, il faut beaucoup d'années. Et surtout un site médiéval, un site de la période médiévale, qui reste aujourd'hui encore le seul site de la République de Djibouti. Et comment? On n'a pas pu trouver, il doit y en avoir je suppose, mais peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investigations. C'est pour ça qu'on leur a donné le feu vert pour essayer de faire comprendre ou de faire parler ces morceaux de pierre que j'ai. En fait, la recherche, c'est une contribution d'une contribution. Les Français ont fouillé ce site, ils se sont intéressés. Puis là, je pense qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par des périodes plus anciennes. Et donc, pour revenir à Handoga pourrait ouvrir des perspectives importantes pour le futur du Djibouti,
puisque c'est un lieu, certains ont parlé de caravansérail, d'autres parlent de carrefour. Là, Georges et son collègue, que je salue au passage, vont donc apporter leur contribution. Et comme ils sont médiévistes et qu'ils veulent uniquement travailler dans un premier temps dans ce site, mais plein d'autres sites aussi ailleurs, je pense que d'ici 5 ans, il faut leur donner... L'archéologie, ça prend du temps, hein. C'est sur le long terme. Donc je pense que des résultats vont se pointer à l'horizon d'ici les 6 prochaines années ou les 10 ans même. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis pas archéologue, je suis plutôt gestionnaire. Et on essaie de donner aux jeunes de ces pays les moyens de comprendre leur histoire, leur identité, la connectivité et de contribuer. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Djibouti, le Somaliland, l'Éthiopie, la péninsule arabique sont quand même très 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 connectés, quoi. Et en échange, que ce soit des échanges commerciaux, mais aussi en valeurs spirituelles. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne repousse le vote final sur l'interdiction des moteurs à combustion et relève ainsi des divergences croissantes entre les États membres. Les 27 ont décidé vendredi matin de reporter le vote sur la ratification de l'interdiction en 2035 de la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion. Cette suspension reflète le mécontentement croissant à l'égard de l'une des mesures phares pour atteindre la neutralité climatique d'ici le milieu du siècle. Le texte prévoit que toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues sur le marché de l'Union européenne présentent une réduction de 100% des émissions de carbone, une disposition qui exclura de fait tous les véhicules diesel et à essence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.